Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux expressions et aux types simples de nos expressions. Ici, nous allons surtout nous intéresser aux types donc, des sentiers, des flottants et des booléens. Nous verrons les listes ainsi que les fonctions, les tuples, les dictionnaires ou encore les chaînes de caractères plus tard dans notre apprentissage. Avant de commencer, je vous invite à vous créer un dossier de travail. Pour ce faire, vous pouvez aller dans l'explorateur de fichiers, donc sur l'un de vos disques durs, celui que vous souhaitez, si vous n'avez qu'un, votre disque principal, et vous créez un nouveau dossier. Personnellement, je l'ai fait, donc j'ai créé un dossier YouTube dans mon disque local C, c'est là où est installé Windows. Une fois que cela est fait, comment l'ouvrir sur Visual Studio Code? Vous allez aller dans Fichier, ouvrir le dossier, et aller dans le chemin d'accès spécifié. Et ensuite, vous faites ouvrir votre fichier. Par exemple, moi je vais ici ouvrir le fichier, ouvrir le dossier YouTube. Très bien, une fois que c'est fait, comment nous pouvons créer un nouveau fichier? Vous faites tout simplement nouveau fichier. Et ensuite, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Nous, par exemple, nous allons l'appeler expression. Et vous mettez .py pour faire comprendre à Visual Studio Code ici que vous allez donc coder en Python. Maintenant que cela est fait, nous pouvons commencer. D'abord, qu'est-ce qu'une expression dans un langage de programmation? Ce sera la même chose que ce soit en Python ou bien en OCaml, une expression restera une expression. En fait, une expression, c'est tout simplement une suite de caractères qui vont vous donner, qui vont plutôt définir une certaine valeur. Et cependant, pour que justement on puisse connaître cette valeur-là, la machine que vous allez utiliser, donc votre ordinateur, ça peut être peut-être une tablette, peu importe, va devoir évaluer notre expression. Ici, j'ai ouvert Python, mais on aurait pu le faire sur Visual Studio Code, sauf que sur Visual Studio Code, il faudrait d'abord marquer print pour pouvoir l'afficher. Donc ici, juste par un souci de simplicité, on va faire nos petits exemples dessus directement. Par exemple, si je mets 3 plus 4, ça donne quoi? 3 plus 4 ici est une expression, mais quelle est la valeur de cette expression? Quand vous faites entrer, vous aurez la valeur de votre expression. Ici, la valeur vaut 7. Par exemple, je peux faire... peu importe, on peut mettre 10,5 plus 2,3. Ça va nous donner, cette fois-ci, 12,8. On peut également faire d'autres choses, d'autres opérations. Par exemple, on peut avoir 5 divisé par 3 plus 1, ce qui va donner 2,66666 et ainsi de suite. Ici, nous avons donc des valeurs. Mais pour savoir quel est le type justement de cette valeur-là, eh bien, nous allons devoir nous intéresser à ce qui va être renvoyé. Pour connaître le type d'une expression, eh bien, tout simplement, vous allez finir par comprendre naturellement, et donc vous n'aurez plus besoin de faire ce genre de choses. Mais pour vérifier, par exemple, vous pouvez taper type, et ensuite mettre votre expression. Que va faire par exemple l'expression, quel est le type de l'expression 1 plus 1. Si nous le faisons, c'est quoi 1 plus 1? C'est donc la somme de deux entiers, et quand on fait entrer, ça va donc nous dire que c'est un entier. Alors int représente les entiers. Float représentera les flottants, bool va représenter les booléens, string, donc str, va représenter les chaînes de caractères, les listes seront les listes et les fonctions seront les fonctions. Quelle est la différence entre un entier et un flottant? Par exemple, si je mets, quel est le type de 1? 1 sera considéré ici comme un entier. Cependant, si je mets type de 1,0, bien que ce soit toujours 1, nous avons rajouté une décimale derrière, nous avons rajouté une virgule. Dès qu'il y aura une virgule, ce qui va se passer, c'est tout simplement que nous allons donc le considérer comme un flottant. Ici, ça mettra float. Maintenant, que se passe-t-il si par exemple nous mélangeons des flottants et des entiers? Par exemple, nous faisons 10 plus 2,5. Il faut comprendre que si vous faites une opération entre une variable de type int et une variable de type float, ou bien simplement entre un entier et un flottant, pas besoin nécessairement d'avoir une variable, ce sera toujours le flottant qui prendra le dessus. Par conséquent, 10 plus 2,5, 2,5 est un flottant ici, et 10 sera ici considéré, comme un entier car il n'y a pas de décimale derrière, pas de virgule, le résultat sera automatiquement un flottant. Bien que peut-être le résultat puisse être rond. Par exemple, si nous faisons le type de 10,0 plus 1,0, ça donnera normalement 11, mais ici ça va renvoyer plutôt 11,0. Regardez, 10,0 plus 1,0 renvoie bien 11,0. Bien que ce soit une valeur entière, en réalité pour nous, on a l'impression que c'est entier car la décimale derrière est nulle, donc c'est 0. Il faut comprendre que Python va l'interpréter ici comme un flottant. C'est assez important pour bien manipuler justement
les bons types d'expression, enfin les bons types pour vos différentes variables dans les futurs codes. Maintenant, voyons un petit exemple avec un booléen. Un booléen, ce sera donc un type qui aura en fait deux valeurs possibles. Une valeur qui est vraie ou une valeur qui est fausse. Donc, ce sera donc true ou false. Par exemple, quand nous mettons type de, par exemple, 4 inférieur à 2, est-ce que 4 est inférieur à 2? Non, c'est faux, 4 n'est pas inférieur à 2. Donc en réalité, le résultat de cette, la valeur de cette expression ici sera false. Et vous voyez bien que ça met bien la bonne classe, c'est donc un booléen. Vérifions, regardez, si nous faisons 4 inférieur à 2, ça va renvoyer false. Maintenant, si nous mettons par exemple 4 inférieur à 10, cette fois-ci c'est vrai, et donc ça va bien vous afficher que c'est vrai. Nous nous intéresserons aux chaînes de caractères et aux listes un petit peu plus tard, ainsi que aux fonctions un petit peu plus tard. Mais par exemple, si vous voulez, nous pouvons faire rapidement un petit exemple. Un type où est-ce que nous mettons bonjour. Nous devons le mettre entre guillemets pour spécifier ici que c'est donc une chaîne de caractères, donc un texte. Ça renvoie bien ici que c'est justement une chaîne de caractères, donc de type string. Si nous mettons une liste, donc les listes seront représentées avec les crochets, mais nous verrons ça et nous le détaillerons plus tard dans l'apprentissage, ça va bien renvoyer que c'est une liste. Et par exemple, si nous mettons une fonction, on va mettre lambda qui a x associé à x, enfin ici, ça mettra bien que nous avons une fonction. Bon, nous verrons ceci plus tard, et ici nous allons plutôt nous intéresser maintenant aux entiers, aux flottants et aux valeurs booléennes. Pour le bien de cette vidéo-là, nous allons rapidement créer une petite variable. Nous allons mettre par exemple la variable x, et c'est avec x que nous allons justement faire nos calculs, et nous allons faire print qui permet d'afficher en Python, par exemple print x. Alors on fera plutôt une vidéo sur les variables, donc ici c'est pas l'objet pour le détailler. Par exemple si je mets que x vaut 0, quand je fais print x, ça va afficher la valeur justement de la variable x, qui ici actuellement vaut 0. Ça me mettra donc 0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici dans les entiers en Python, en réalité il n'y a pas énormément de choses à dire. Les entiers d'ailleurs sur Python ne sont pas bornés, c'est-à-dire qu'on peut représenter des nombres très grands et qui sont exacts. Quand nous parlons d'entiers, nous parlons d'entiers relatifs en mathématiques, c'est-à-dire que les entiers négatifs seront considérés comme des entiers en Python, tout comme les entiers positifs. Mais par exemple, on peut représenter des nombres très grands. Alors, on va mettre la puissance. Alors, la puissance, nous allons revenir dessus. Si je mets 10 puissance 10 puissance 10 et que je fais print x, donc là, ça va faire le calcul, mais ce sera assez long et vous verrez que ça va littéralement tout afficher. Bon, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais en mettant 10 puissance 10 puissance 10, je ne sais pas pourquoi, mon ordinateur a un petit peu planté. Donc si vous voulez me soutenir, je mettrai mon PayPal dans la description pour m'acheter un ordinateur quantique afin de faire de bons tutoriels sur YouTube pour apprendre la programmation Python. Bon, outre cette blague-là, on va refaire, donc on va mettre par exemple 10 puissance 1000, c'est donc 1 avec 1000 zéros, enfin, qui seront derrière. Vous voyez bien qu'on peut afficher donc des nombres extrêmement grands. C'est vraiment très grand, et ce sera ici la valeur exacte. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est globalement tout ce qu'il y a à dire pour les entiers. Maintenant, nous allons voir les différentes opérations que l'on a. Donc, quels sont les opérateurs que nous avons? Nous avons bien entendu l'addition, que vous connaissez. Nous avons également la soustraction. Nous avons l'exponentiation, c'est donc la puissance. Alors ici, attention, la puissance, quand vous voudrez mettre une puissance, ce ne sera pas avec un petit chapeau, par exemple puissance 2, non, ce sera donc deux astérix. Nous avons également donc la division, mais alors pour garder les entiers, ce sera la division entière, on va faire un exemple, et également le modulo, et bien entendu la multiplication. Voici nos 6 opérateurs. Par exemple, que se passe-t-il quand nous faisons 10 plus 5 ? 10 plus 5 va tout simplement faire une addition classique que vous connaissez normalement, et c'est donc 15. Ça fonctionne bien. Que fera donc l'opérateur en moins? Ici c'est la soustraction, c'est donc pour soustraire. Nous allons soustraire 5 à 10, ce qui donnera bien 5. Maintenant, que se passe-t-il quand nous mettons l'exponentiation? Et bien en réalité, 10 avec 2 astérix et 5, ça veut tout simplement dire que c'est 10 à la puissance 5. Ce qui va donner ici 100 000. Par la suite, nous avons également la multiplication que vous connaissez normalement toutes et tous. Quand nous faisons 10 fois 5, le résultat sera donc normalement 50. Et si nous le faisons, nous avons bien 50.
À présent, intéressons-nous à peut-être deux opérations que vous ne connaissez peut-être pas. Nous avons donc la division entière ainsi que le modulo. Alors par exemple, si nous faisons 10 divisé par 5, ça va donner quoi? Ça donnera 2 en réalité. Mais attention, quand vous le faites, quand vous l'exécutez, regardez ici, il y a 2,0. Donc ici, la valeur, en fait, le type qui va être renvoyé sera un flottant. Donc ici, ce sera un nombre réel, entre guillemets. Ici, ça peut poser problème. Nous, peut-être que l'on veut garder des entiers. Donc quand on veut garder nos entiers, on doit mettre une deuxième barre oblique ici, donc un deuxième slash. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle ici la division entière. Et en faisant ça, quand nous allons exécuter, nous verrons que maintenant le résultat sera bien un entier, donc 2. Alors, que se passe-t-il quand le résultat n'est pas rond de base? Par exemple, si nous faisons 10 divisé par 3. 10 divisé par 3, ça donne 3,33333 avec une infinité de 3. Quel serait à votre avis le résultat de la division entière de 10 par 3? Eh bien ici, la division entière va renvoyer 3. En fait, la division entière va renvoyer la partie entière justement de ce quotient-là. Donc, ça va donc donner 3. Si on fait avec 4, 4 ça va donc donner 2 parce que 10 divisé par 4 c'est 4,5 et donc ici nous avons bien 2. À présent nous allons nous intéresser au modulo. Le modulo c'est en fait le reste de la division euclidienne par notre nombre. Par exemple si nous faisons 10 modulo, donc qui se met avec un pourcentage, 10 modulo 4. Ça veut dire quoi 10 modulo 4? En réalité 10 modulo 4 c'est le reste de la division euclidienne de 10 par 4. 10 c'est quoi? 10 c'est 4 fois 2 plus 2. Donc le reste de la division euclidienne de 10 par 4, c'est 2. Donc si nous faisons 10 modulo 4, ça va nous renvoyer 2. Si vous voulez, nous pouvons prendre un autre exemple avec 10 modulo 3. Donc 10 modulo 3, c'est quoi? 10, c'est 3 fois 3 plus 1. Donc le reste de la division euclidienne de 10 par 3 sera 1. Donc 10 modulo 3, normalement, vaut bien 1. Maintenant que cela est clair pour tous, il faut comprendre qu'il y a également des règles de priorité. En effet, certains opérateurs vont être évalués avant les autres. Il y a donc bien entendu ici un ordre de priorité. Et l'ordre de priorité est le suivant. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'exponentiation, puis au modulo, puis à la division entière ou bien à la multiplication, donc les deux sont dans le même ordre de priorité, puis ensuite à l'addition ou bien à la soustraction. Encore une fois, les deux sont dans le même ordre de priorité. Imaginons qu'il y ait deux exponentiations dans notre expression. On va commencer par celle qui est donc la plus à gauche. Donc on va commencer, s'il y a des opérateurs qui ont la même priorité, on va commencer par l'opérateur, donc ici, qui sera le plus à gauche, ce sera lui qui sera évalué en premier. Si vous voulez changer l'ordre de priorité, il faut tout simplement mettre des parenthèses, comme en mathématiques. Prenons cet exemple. Nous avons 3 fois 70 modulo 4 exposant 3 moins 5. Que va faire Python? Alors Python va d'abord voir quelle est la plus grande priorité. Ici, nous avons de l'exponentiation. Donc ça va d'abord calculer 4 exposant 3. Donc ce qui va faire 4 au cube, donc ça donne 64. Ensuite, Python va faire le modulo, parce qu'il y a un modulo ici. Ce sera donc 70 modulo 64. Donc c'est le reste de la division euclidienne de 70 par 64, ce qui va donc faire ici 6. Ensuite, il y a une multiplication. Ça va faire 3 fois 6, donc 3 fois 6, 18. Et ensuite, nous allons finir avec la soustraction, donc ce sera moins 5, ce qui va donner normalement 13. Donc si nous le faisons, ça donne bien 13. Maintenant, regardons ce qui se passe quand nous ajoutons des parenthèses avec le 3 fois 70. Très bien. Et bien ici, puisque nous avons mis des parenthèses, nous allons d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Ce qui fait donc, c'est l'ordre de priorité ici. Ça deviendra la plus grande priorité. Ça va donc faire 3 fois 70, ce qui va donc faire 210. Et ensuite, nous allons continuer comme le reste. Nous avons 210 modulo 4, avec l'exposant 3 moins 5. Nous allons donc d'abord calculer l'exposant, ce qui va faire donc 4 exposant 3, 64. Et ensuite, nous avons donc 210 modulo 64. Donc 210 modulo 64, si je ne dis pas de bêtises, alors ça fait la division euclidienne de 210 par 192, ce qui est censé renvoyer 18, normalement. Et donc nous avons finalement toujours 18 moins 5, ce qui donne 13. Donc ici c'est de la chance car on est retombé sur le même résultat, mais ce n'est pas obligé. Attention, petite information importante, nous allons revenir sur le modulo. Imaginons que nous mettons 10 modulo 15. Ça va renvoyer quoi 10 modulo 15?
10 modulo 15 va tout simplement renvoyer 10. Et pourquoi ça va renvoyer 10? Parce qu'en fait, il n'y a pas de division, on ne peut pas diviser 10 par 15 en réalité. Enfin, vous pouvez, mais il n'y aura pas de division euclidienne de 10 par 15. La division euclidienne de 10 par 15, c'est 10, en gros, c'est 0 fois 15 plus 10. Donc ça va bien vous renvoyer 10. Donc si ce que vous avez à droite de votre modulo est plus grand que ce que vous avez à gauche, eh bien en réalité, ça va vous renvoyer le nombre, enfin, ce que vous avez à gauche. Mais par exemple, si on fait 2 modulo 3, ou 2 modulo 8, bah ça va, ou 18, ouais, on va mettre 18, ça va vous renvoyer 2. Maintenant, si vous faites 2 modulo 1, donc en réalité, ici, ça va vous envoyer quoi? Ça va vous renvoyer, pardon, 0, bien entendu. Très bien. J'espère que tout ceci était bien clair pour toutes et tous. Maintenant, nous allons nous intéresser aux flottants. En réalité, les flottants, il y a exactement la même chose que pour les entiers en réalité. Il n'y aura pas grand-chose de différent. Sauf que, cette fois-ci, nous n'aurons plus de modulo sur les flottants, et la division sera seulement une division classique et plus une division entière. Mais les règles de priorité seront exactement les mêmes. Ça va donc d'abord être l'exponentiation, puisqu'il n'y a pas de modulo, c'est ce qu'il y a ensuite, donc la multiplication et la division, et ensuite l'addition et la soustraction. Si nous mettons 10,0 plus 2,0, ça va bien nous renvoyer 12,0. On peut faire une multiplication, ce qui va renvoyer 20, donc 0, donc ici c'est bien important de voir qu'il y a une virgule, parce que ça renvoie un flottant cette fois-ci. Et nous avons la même chose avec les divisions, ou bien l'exponentiation. Bon. Les règles de priorité sont exactement les mêmes, par conséquent je vais rapidement passer sur les flottants, car il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport justement aux flottants. Si, peut-être une petite chose, c'est que cette fois-ci, en fait, les flottants, il y a un nombre fini en fait de réels qui sont représentables pour la mémoire en Python. Même si ce nombre-là est extrêmement grand, généralement on va en fait représenter les flottants sur 64 bits, mais ça c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut savoir que sur 64 bits, il y aura 52 bits qui vont servir pour la mantis, 11 bits qui vont servir pour les exposants et 1 bit qui va servir pour le signe. Bon là c'est c'est un petit peu plus complexe parce que ça va en fait, on s'intéresse à comment vont être stockés justement notre nombre ici dans la mémoire en Python, donc voilà. Mais en gros, il faut vous dire que le plus grand entier qui pourrait être représenté, qui sera parfaitement représentable, il sera de l'ordre de, en gros, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 2 puissance 1000 ou 2 puissance... Il me semble que c'est 2 puissance 1024. Il me semble que c'est ça, ça doit être 2 puissance 1024. Si vous voulez regarder ce que ça représente 2 puissance 1024, je vous laisse le faire. Mais c'est un nombre très grand. Donc en réalité, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais par exemple, on ne pourra pas représenter exactement pi parce que pi a une infinité de décimales. Par exemple. Donc c'est pour ça que dans les flottants, on va quand même être un petit peu plus limité que dans les entiers. Mais vous pourrez représenter des choses qui seront, quoi qu'il en soit, immenses, plus grandes que ce dont vous aurez besoin. Donc pas de panique, normalement tout se passera bien. Maintenant, nous allons nous intéresser aux booléens. Donc les booléens sont des types de variables qui, comme je l'ai dit, sont beaucoup plus intéressants et par contre qui sont extrêmement importants en mathématiques. Ils sont totalement essentiels. Vous ne pourrez pas passer à côté des booléens car tout ce qui va être construit par la suite va faire appel justement aux booléens. Donc ce type-là, il a uniquement deux valeurs. Donc deux états possibles, c'est soit vrai, soit faux. De plus, ici nous avons une table de vérité. Imaginons que nous avons A et B, d'accord? Donc on a deux booléens, ici on va prendre A et B. C'est ici ce qu'on appelle une table de vérité. Donc si A est vrai, par exemple B est vrai, il va falloir comprendre le fait qu'il y aura deux types ici d'opérateurs que nous allons plutôt utiliser. En réalité il y en aura deux. Alors tout d'abord nous avons le not. Not c'est quoi? En gros ça va ici inverser, c'est la négation en fait. C'est la négation pour tout simplement notre variable booléenne. La définition mathématique, c'est la suivante. Soit P une assertion, on appelle donc négation de P, l'assertion ayant les valeurs de vérité opposées. On la note donc non P, et on définit la table de vérité. Donc là, ici, c'est un parallèle, on a mis ça en parallèle avec les mathématiques, car ça fonctionne exactement pareil. Ceux qui font des mathématiques ont déjà très sûrement vu justement ce cas-là,
des tables de vérité. Donc c'est-à-dire que si A est vrai, non A sera alors faux. Idem, si A est faux, alors non A sera vrai. Maintenant, nous avons alors ici le OR, ce qui veut dire donc ici le OU. Qu'est-ce que le OU? En réalité, le OU, c'est ce qu'on appelle la disjonction en mathématiques. C'est-à-dire que A ou B, c'est quoi? Alors, A ou B sera vrai si l'une des deux valeurs est vraie. Donc, si A est vrai ou si B est vrai. Donc, nous pouvons avoir, par exemple, alors ici, nous avons une table de vérité, on va l'analyser comme ça. Si nous avons A vrai et B vrai, que vaut A ou B? Puisque les deux sont vrais, et que quoi qu'il en soit, il y en a une des deux qui est vraie, alors A ou B est vrai. Maintenant, si A est vrai mais que B est fausse, A ou B ce sera tout de même vrai, car nous avons au moins une des deux valeurs qui est vraie. Car la définition mathématique c'est la suivante. Soit P et Q deux prédicats, on appelle disjonction de P et Q, donc notez P ou Q, donc le OR ici en Python, ou bien avec ce symbole-là en mathématiques, l'assertion étant vraie si et seulement si P est vrai ou Q est vrai. Donc c'est ce que nous avons ici. Maintenant, si nous avons A qui est faux et B qui est vrai, bah il y en a au moins une des deux qui est vraie, donc c'est soit A qui est vrai, ou bien seulement, ou bien B qui est vrai. Donc les deux peuvent être vrais, ou bien une seule des deux peut être vraie. Donc ici, ça va donner quoi? Ça va donner encore vrai. Et finalement, si les deux sont fausses, donc ça fait faux ou faux, donc là malheureusement, il n'y a pas de variable ici qui sera vrai, donc ici nous avons A ou B qui sera faux. Et qu'est-ce que le AND? Alors le AND, c'est, alors pour que le AND renvoie justement soit vrai, il faut tout simplement que les deux variables ici soient vraies. La définition mathématique est la suivante. Soit P et Q deux assertions. On appelle conjonction de P et Q, notez P et Q, le AND donc en Python, ou bien c'est cette notation-là mathématique, l'assertion étant vraie si et seulement si P et Q sont toutes les deux vraies. Donc il ne peut pas y en avoir qu'une seule des deux. Si elles le sont toutes les deux, alors ici le et sera vrai. Donc A, si A est vrai et B est vrai, alors A et B sera vrai. Malheureusement, si l'une des deux seulement est vraie ou aucune des deux n'est vraie, alors A et B sera faux. C'est ce qu'il y a ici tout simplement. Donc vrai et faux, ça donne faux. Faux et vrai, ça donne faux. Faux et faux, ça donnera faux. Maintenant, on va repartir sur VS Code pour essayer de nous imprégner de ceci. Prenons cet exemple. Imaginons que nous ayons donc x, donc ici nous avons 4 inférieur à 2 ou 1 inférieur à 2. Que vaudra tout simplement x? Quelle sera sa valeur? Eh bien ici ce sera vrai. Pourquoi? Parce que nous avons un ou. Le ou, il faut donc qu'il y ait une seule des deux valeurs, ou les deux, peu importe, mais il en faut au moins une et ça suffira pour que ce soit vrai. Est-ce que 4 est inférieur à 2? Non. Ici, ça vaut en réalité false. Et ici, nous avons 1 inférieur à 2, c'est vrai, donc là, ça vaut true. Par conséquent, nous avons faux ou vrai. Donc, en réalité, ici, ça vaudra tout simplement vrai. Cependant, si nous avions à la place d'un ou, nous avions un et, nous aurons donc faux et vrai. Et comme nous l'avons vu avec la table de vérité, puisqu'il faut, dans la condition du et, que les deux soient vrais pour que ce soit vrai, alors ici nous aurons bien entendu faux. Ça vous renverra faux. Il faut savoir qu'il y a également des règles de priorité pour les booléens. En effet, nous avons également quelques opérations ici booléennes qui seront plus importantes que d'autres. La première sera le non, donc le not. Ensuite, ce sera le and, donc le et ensuite ce sera le or, donc le ou. Par exemple, que se passera-t-il si nous avons vrai et non faux? Alors, puisque le not est d'abord la priorité, ça va donc faire not false, ce qui vaudra donc vrai, donc true ici, et ensuite nous avons vrai et vrai. Et d'après l'étape de vérité, vrai et vrai sera donc vrai. Si on l'exécute, nous avons donc ici bien la valeur ici qui sera donc vrai. Dans cet exemple, nous avons donc vrai ou faux et vrai. Nous allons donc d'abord calculer le et, enfin, voir l'état avec le et, ce qui fait donc faux et vrai, ce qui vaut donc cette fois-ci faux, ce qui à la fin donne vrai ou faux. Et donc, puisque ici c'est un ou, nous avons bien que ça va renvoyer quelque chose de vrai. Si nous avions un false ici, ça aurait renvoyé cette fois-ci false.
De même, petit point important, il faut comprendre que nous pouvons également mettre des priorités avec les parenthèses. Donc ici, nous avons vrai et dans la parenthèse, vrai ou non vrai. Alors ici, dans cette parenthèse, d'abord on va s'intéresser à la parenthèse. Donc ça va d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse avant justement ce jeu-là. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons donc vrai ou non vrai. C'est d'abord le nom qui va prendre ici la priorité. Donc ce sera non vrai, donc ce sera faux. Ce qui donne vrai ou faux. Vrai ou faux, d'après la table de vérité, ça vaut vrai. Et à la fin, nous avons vrai et vrai. Donc, quand nous allons exécuter ceci, la valeur de x, en fait, ça renvoie en tout cas, c'est un booléen initialisé sur le vrai. Pour finir, nous allons voir les opérateurs de comparaison, justement ici, avec les booléens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs opérateurs possibles. Alors, nous avons pour vérifier la vérification, donc c'est un double égal cette fois-ci. Ça nous permet de vérifier quelque chose. Voir si c'est différent. Ce sera donc différent, s'écrit point d'exclamation, égal. Vous connaissez parfaitement le inférieur, le supérieur, et vous avez bien entendu le inférieur ou égal, et supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal. Par exemple, que va renvoyer si nous avons ici, par exemple, 5 égal à 7. Ça va pas vous dire 5 est égal à 7, et en fait ça va vérifier si 5 est égal à 7. Ça, c'est un opérateur booléen. En réalité, ça va vous renvoyer false. Vous voyez bien, ici ça renvoie donc false. Si cette fois-ci nous vérifions si 5 est différent de 7, est-ce que 5 est bien différent de 7? Oui, donc ça va vous renvoyer quelque chose de vrai. Enfin, nous pouvons par exemple avoir 5 qui sera supérieur ou égal à 7, bien entendu, ceci est faux, ou bien 5 inférieur ou égal à 7, ceci est... qu'est-ce que j'ai mis? Non, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est inférieur ou égal. Voilà, donc ce sera inférieur ou égal qui s'écrira comme ceci, et donc là, bien entendu, ce sera vrai. Très bien, je pense que nous avons fait le tour par rapport aux entiers, aux flottants et aux booléens. C'est vrai que ceci aura pris un petit peu de temps, mais je pense qu'il était très important de bien comprendre les booléens et comment est-ce que cela fonctionne. Car en effet, vous verrez que quand nous allons utiliser des boucles, les booléens seront en réalité partout. Et d'ailleurs, je voulais revenir peut-être sur une petite chose, c'est ce que l'on appelle en fait le caractère paresseux des opérateurs. En effet, par exemple, quand nous avons, imaginons que nous avons A et B, ok? Comme on avait dans notre table de vérité tout à l'heure. Nous avions A et B. Si A est faux, on n'a pas besoin de vérifier en fait si B l'est ou pas. En fait, on va directement savoir que ceci sera faux. Tout simplement parce que faux et quelque chose vaudra toujours faux en réalité. Donc en réalité, même si B est quelque chose qui pourrait produire une erreur, eh bien, ça ne va pas poser de souci. Par exemple, imaginons que nous ayons, je sais pas, 5 inférieur à 7, ou imaginons que par exemple notre entier x, qu'avons-nous ici? On va dire par exemple x est égal à 2. Ok. Non, x est égal à x est égal à moins 1. Ok, on va faire ça comme ça. X est égal à moins 1. Si nous avons x supérieur à 0, et cette fois-ci on va mettre quoi? On va calculer quelque chose. Par exemple, si nous avions le log, donc alors j'ai pas importé la bibliothèque mathématique, mais log de x, peu importe, sera égal à 1. En réalité, ici, ça va produire une erreur. Normalement, ça produit une erreur, mais ici, ça va pas en produire plutôt. Pourquoi? Parce que nous avons x qui est supérieur à 0, donc en fait, x, la condition n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que x vaut moins 1. Moins 1 n'est pas supérieur à 0, donc ça, en fait, c'est déjà sur false. Et donc on a faux et quelque chose. Mais en réalité, ça vaudra toujours faux, donc là, ça vous dira directement que c'est faux. Cependant, log de x n'est pas défini, parce que x vaut moins 1 et log de moins 1 n'existe pas. Donc en temps normal, ça vous mettrait une erreur. Cependant, ici, puisque nous avons entre guillemets ce caractère-là paresseux de nos opérateurs et ou, donc nos opérateurs booléens ici, on va entre guillemets échapper à cette erreur-là. Bon, c'est important quand même de bien définir les choses pour qu'il n'y ait pas d'erreur, mais c'est important à savoir, tout comme si par exemple nous avons un... Alors cette fois-ci nous avons quoi? Nous avons x inférieur à 0, ou log de x est égal à moins 1.
ça va nous suffire. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, nous avons cette fois-ci donc x qui vaut moins 1. Donc moins 1 est inférieur à 0, oui c'est vrai. Et en fait, dès que l'une des conditions est vraie, donc quand nous avons l'opérateur ou, il faut que l'un des deux soit vrai pour que ce soit vrai. Donc on aura vrai ou, bah en fait là ça va juste s'arrêter là. Il ne va pas calculer ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce qu'il va directement, enfin Python va directement comprendre que vrai ou quelque chose, quoi qu'il en soit, ce sera vrai. Donc il ne va pas se prendre la tête à évaluer ceci. Donc ça va nous permettre d'éviter certaines erreurs de temps en temps, mais c'est ce qu'on appelle ici les caractères paresseux. Et je remercie mon professeur d'informatique quand j'étais en prépa, qui m'a appris ceci, parce que sans lui vraiment, je n'aurais jamais en fait pensé à ça. Et c'est vrai que c'est une petite subtilité qui est toujours intéressante. Et c'est bien de la connaître. Donc voilà. Bon, je pense que la vidéo est assez longue comme ça, elle est normalement assez complète, surtout sur les booléens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et si c'est bon pour vous, nous allons passer à la prochaine vidéo, et dedans nous allons voir ce qu'est une variable en Python. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et puis prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.